vous fais une petite vidéo, je vous montre le buste de mon grand-père, commandant français de la Première Guerre mondiale, pilote. Je vous présente ce buste parce que j'ai la conviction que quelqu'un va prétendre que j'ai mis sur mon mur FB, Facebook, le buste d'Adolf Hitler. À cause de l'ignorance générale, les gens sont évidemment incapables de faire la distinction entre un uniforme français et un uniforme allemand. Et dès lors qu'on a un buste de ce genre, ça ne peut être que celui d'Adolf Hitler. J'ai déjà entendu ce genre de choses. Donc je vous la fais d'avance parce que ça va sortir tôt ou tard, ça, et on pourra s'amuser un peu à ce moment-là. Donc ce monsieur, mon grand-père, a présenté 5 rapports successifs sur l'armement du Troisième Reich dans les années 30 que les ministres ne voulaient pas lire. Parce que, vous connaissez la chanson, mon grand-père représentant les anciens combattants de 14, et une fraction de la population patriote, ces ministres disaient « hors de question de lire des rapports d'extrême droite ». On n'a pas oublié comment les choses se sont passées entre-temps, et on sait que ce petit laïus, cet état d'esprit, est toujours le même. On ne voit pas quel est le problème. Les alerteurs d'aujourd'hui, les gens qui dénoncent la situation, sont qualifiés d'extrême droite et d'autres qualificatifs de ce genre. C'est très caractéristique. Et c'est caractéristique de la part de gens qui ne veulent surtout pas que les gens qui aiment leur pays se défendent et défendent leur pays. Donc on les discrédite en disant toutes sortes de choses. Qu'ils sont d'extrême droite, qu'ils sont antisémites, etc. C'est le meilleur moyen pour ne pas les écouter. À ce train-là, tout défenseur de son pays est d'extrême droite. Tout le monde. Y compris des gens de gauche. C'est pas un problème. Vous voyez des tas d'alerteurs aujourd'hui qui sont des gens qui viennent de la gauche. Ils sont décrits comme étant de dangereux antisémites ou d'extrême droite. C'est cette mécanique-là qui marche depuis très longtemps. Et c'est pas nouveau. Et des gens comme mon grand-père avertissaient. Il parlait couramment l'allemand et il disait attention, les choses arrivent. Attention à ce qui va vous arriver sur la figure si vous ne prenez pas la mesure des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Personne n'a pris la mesure des choses. Et donc on a eu l'invasion allemande. L'état-major allemand a d'ailleurs été très inquiet de ces rapports parce qu'il détaillait les choses. Et les Allemands craignaient que les Français réagissent, prennent la mesure des événements. Eh bien, vous voyez, les choses n'ont pas changé. Encore aujourd'hui, on ne prend pas la mesure des événements. Vous avez encore des tas de gens qui font du commentaire, de la critique. Ils ont besoin de soulever des tapis pour y trouver de la poussière à lécher. Ils vont faire tout leur possible pour essayer de discréditer la reconquête par tous les moyens possibles, ne voyant pas du tout quel est le problème. Ils n'ont aucune espèce de conscience, en fait, du problème. D'autres sont plus intéressants, qui croient effectivement qu'il faut faire quelque chose pour sauver le pays, mais ils n'imaginent pas un seul instant que quelqu'un puisse surgir de nulle part, un simple citoyen, et proposer une bonne solution. Pour eux, c'est impossible à imaginer. Dans leur univers mental, ça n'est pas possible. Ils sont conformés de telle manière que toute espèce d'aide qui viendrait pour sauver ce pays ou pour aider ce pays à se sortir de l'ornière est forcément un agent du système, quelqu'un qui est téléguidé. C'est dire à quel point ils se sentent impuissants. Ils se disent, si moi je ne peux pas y arriver, c'est que personne en fait ne peut le faire. Et de ce point de vue, on voit bien que à nouveau ils se placent en avant et estiment que c'est par rapport à eux et par rapport à leur ego que les choses peuvent se mesurer. Si eux ne sont pas en mesure de faire les choses, personne ne peut l'être. Et toute personne qui tente de faire quelque chose pour ce pays est forcément suspect d'avoir tenté quelque chose qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Et l'idée que le secours ne puisse pas venir d'un citoyen lambda et que ce secours est forcément quelque chose qui vient d'ailleurs, d'une puissance supérieure d'un autre pays, d'une puissance internationale, montre qu'ils n'ont en fait aucune confiance dans la capacité de la France à se redresser. En fait, ils ont beaucoup de mépris aussi pour la France. Pour eux, il n'est pas possible que la France se sauve par elle-même. Un citoyen américain n'imaginerait en aucun cas que quelqu'un qui surgit aux États-Unis pour sauver l'Amérique viendrait de France ou d'Angleterre ou d'ailleurs. Mais en France, tous ces petits intellectuels et animateurs sont persuadés que les maîtres du jeu en France et du salut de la France sont forcément des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de puissances étrangères ou d'oligarchies supranationales. Donc il y a une désespérance chez ces gens qui se disent patriotes, une désespérance anti-française de fait, et une absence de confiance dans leur pays. Remarquez que cette sculpture a des yeux absolument prodigieux. Vous voyez, l'impression qu'il y a une lumière dans les yeux, là. Ils sont en verre, on dirait.
Voilà, donc ça c'est un plâtre qui a été patiné par l'ancienne restauratrice en chef du musée du Louvre. Pour ces objets-là en tout cas. Les objets bustes et statuaires. C'est une première photo ça. Je vous montre cette photo-là, dont je ne vous dis rien. Comme ça fera cogiter un petit peu. Celle-ci. Ceci. Et puis ceci. Ceci. Ça. 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 Ceci. 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 Cela. Ceci de 1904. Cette cavalière. Fusil à bipied. Un livre. Épais comme un cheval. Le fameux temple. Cour intérieure. Ce navire. Cet escalier qui monte vers le sanctuaire. Partie d'échecs. À bord. Ceci, c'est où? Ceci que presque tout le monde connaît. Dans la région en tout cas. Et même plus loin. Le drame des bébés abandonnés. Recueillis par les bonnes matrones occidentales. Dans les orphelinats. Dans la cour de l'orphelinat. Miniature d'un moine au lama. Elle fait 1,5 cm de haut. Je l'ai faite à la loupe. Cette église que très peu de gens peuvent reconnaître, liée à la mission. Kolchak, général en chef des armées blanches, fusillé, livré par les Tchèques de Sibérie. Trahison. Japonais en Mandchourie, les soldats au repos, ils ont dressé les fusils en faisceau. Un stupa, villageoise, ornement de coiffure, pièces en argent. Des émeraudes également. Avant l'invasion. Des moignillons. Jeunes Tibétains pratiquement tous tués ensuite par les Chinois lors de l'invasion. Des chamans, des diseurs de bonne aventure, des musiciens de rue. Cliché vers 1896-97 je pense. Une ville importante du Nord, en Chine. Un paysan considéré comme riche emmène sa marchandise au marché. Il va vendre un sanglier, apparemment, porté par son porteur. On change de décor, ici c'est au Japon, vue du mont Fuji. Le lac de la Lune. Un cliché que j'ai refait près de 100 ans après. La région d'où viendra toute une part de la solution. Des lolos en Chine. Les Chinois ne sont pas tous des Han. En Chine, il y a de nombreux peuples et de nombreuses langues. Ici, les lolos, avec des mœurs tout à fait spéciales. Voilà un paysage vers 1900. On imagine que ça a pu inspirer pas mal de voyageurs qui ont fait des tapisseries qui ressemblent à ça en Europe. Bon, voici Shanghai. Il y a 2 concessions à Shanghai. La concession internationale, où il y a anglais, américains et autres, et la concession française. De manière générale, les Français étaient particulièrement tolérants et ont abrité pas mal de futurs gangsters communistes. Beaucoup venaient de France. D'ailleurs, le Parti communiste chinois avait le plus grand nombre de militants à Billancourt, en France, au tout début du parti. En France, le plus grand nombre de militants du Parti communiste chinois, à Billancourt précisément, l'usine Renault. Du côté de la concession internationale, il y avait beaucoup de trafic, énormément. On était un petit peu moins moral, plus d'argent, plus de guildes, plus de triades. On passait assez facilement d'un côté ou de l'autre. Ça se passait à peu près bien, et puis les Japonais sont arrivés. Ils ont changé la donne, mais il faut dire qu'ils ont envahi le pays en ayant l'extrême politesse de débarquer sur leurs seuls 300 mètres de quai. 300 mètres de quai pour envahir tout un pays. Très rare photo d'un soldat chinois. Le soldat chinois avait la particularité de ne pas être payé, de ne pas être soigné,
Quand il était blessé, on le laissait sur le terrain. Conditions extrêmement difficiles. Très peu nourri. Pratiquement aucune formation. C'est un paysan le plus généralement qui était réquisitionné. Entrée des Japonais dans Shanghai après leur débarquement. Mao Tse-tung et, je pense, Lin Biao. Au tout début. Au commencement du parti, Mao Tse-tung servait le thé dans les premières réunions. Il était pratiquement inexistant. Chiang Kai-shek et son état-major, le maître de la Chine à l'époque. Le jeune révolutionnaire a permis à la banque déjà puissante de se débarrasser de l'ancienne dynastie. Il marchait sur les pas du docteur Sun Yat-sen. Plus tard, le candidat des communistes chinois, Mao Tse-tung, aiderait à se débarrasser de celui qui était considéré comme un gêneur, Chiang Kai-shek, devenu davantage nationaliste que révolutionnaire. Chiang Kai-shek finira à Taïwan, à Formose, où il recréera une autre Chine qui existe encore. Une Chine indépendante de la Chine. La Chine, c'est en fait Taïwan, et l'autre grande Chine, c'est la République populaire de Chine. Photo du Potala à Lhasa, prise par le petit-fils de Tolstoï, Ilia. Photo suivante, à l'intérieur du Potala. Descente du grand escalier. Sorcier Beun, je pense, lors de l'une des nombreuses fêtes qu'on célébrait à Lhasa avant l'invasion chinoise. C'était une ville essentiellement religieuse, une capitale religieuse, capitale pour l'ensemble du monde asiatique. L'influence s'étendait jusqu'en Sibérie, y compris en Mongolie. Pratiquement tous les temples ont été détruits au mortier par les Chinois, pratiquement tous les moines exécutés. Aujourd'hui, les Tibétains sont minoritaires dans leur pays. Il y a eu de grandes campagnes d'avortement pratiquement obligatoires. Les femmes se réveillaient d'un accouchement. On leur apprenait d'une part que leur bébé avait été tué, n'avait pas survécu à l'accouchement, et que d'autre part on les avait stérilisés. Cette campagne massive a fait en sorte de détruire la population tibétaine. C'est le pacifisme essentiellement qui a tué le Tibet. Il faut dire que le pacifisme a été introduit par les Chinois au Tibet au XVIe siècle, dans un but stratégique. Cela a fonctionné, même s'il est justifié par les religieux eux-mêmes comme étant une vertu. Il n'empêche que, pendant très longtemps, à côté des religieux, il y avait de redoutables guerriers, notamment les cavaliers tibétains, qui rendaient les montagnes à peu près imprenables. Dès lors que ces armées ont été démantelées, ou qu'elles n'étaient plus que symboliques, les Chinois ont pu opérer leur invasion. Ce qui est très curieux, c'est que ce sont les maoïstes, les communistes, qui ont envahi le pays en profitant de cette vieille politique chinoise inventée par les empereurs mandchous. L'un des nombreux bouddhas de pierre qui existent encore aujourd'hui avec un escalier qui monte à côté et qui passe par-dessus. Tout ça, c'est ancestral. Un jeune capitaine balte qui deviendra général et qui sera le dernier khan de Mongolie. Lac Baïkal, le plus vaste lac de la surface de la Terre, tellement vaste qu'on peut mesurer la rotondité de la Terre. En plein hiver, on peut faire passer des trains dessus. C'est arrivé plusieurs fois. Guerrier tibétain. Ici, un cliché intéressant aussi. Vous voyez des navires ici qui sont en train de couler. C'est la victoire de Port Arthur. Les Japonais battent pour la première fois une nation occidentale. Les Russes sont écrasés. Les Japonais, en moins de 30 ans, en partant de rien, ont réussi à faire une flotte cuirassée, très puissante. Le premier bateau qu'ils aient acheté était un bateau anglais, et c'est à partir de lui qu'ils ont pu reproduire d'autres navires. Ils ont eu comme instructeurs notamment des Français. Les chefs japonais autour de l'amiral célèbrent la victoire de Port Arthur. Soldats russes, vers 1905, Mandchourie. L'un des premiers clichés en couleur. Terrible cliché. Lors de la bataille de Port Arthur, les Russes se défendent vaillamment, à leurs pieds, les cadavres d'assaillants japonais. Affiche des messageries maritimes. À l'époque, la France avait une véritable influence dans le monde, une flotte, des entreprises prospères,
un empire. Un empire dont les différents points étaient reliés par une flotte moderne. Des bateaux qui ont convoyé beaucoup de gens. Jusqu'en 1914, il n'existe pas de passeport. Lettre relatant la dernière victoire navale française que tout le monde a oubliée. Que De Gaulle s'est empressé d'étouffer. Dont les chefs ont fini en prison pour la plupart. À présent, qui avons-nous là? Mon père, Massoud, Propoznitsa, Maurice Druon, le portrait que j'ai fait de mon fils aîné, celui que j'ai fait du dernier, autoportrait, avant-avant-dernier, et je finis par cette huile sur bois, de couleurs. À moins que je termine par celle-ci, qui a une spécificité, c'est une église abandonnée, dans laquelle il n'y a plus de croix depuis très longtemps, et je l'ai restaurée. Comprenne qui pourra.